Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en rêve votre philosophie. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à Tokyo. Aujourd'hui, nous parlons de King Kong vs Godzilla, sorti en 1962 et réalisé par Ishiro Honda, avec Tadao Takashima, Kenji Sahara, Yu Fujuki, Ishiro Arashima et Mei Hama. Je suis Mathieu et j'ai hâte de finir ce podcast pour pouvoir aller me servir un bon verre de jus de baie géante. Mais sauf que j'ai interdit tout le monde d'en prendre avant la fin du podcast. Mais tu peux te rassurer, Mathieu, en passant. Ouais, c'est ça. Tu peux te rassurer parce que même si les gens boivent ce jus, tant qu'ils n'ont pas la petite danse hawaïenne à côté, ils s'endormiront pas. Non, ça c'est sûr. Fait que vous l'avez entendu, aujourd'hui, on va parler de King Kong versus Godzilla. Ou en autre mot, Mathieu versus Christophe Lassens. Oh, Bienvenue, bonjour. Christophe. Ben, bonjour, Mathieu. Fait que moi, ça a l'air que tu as l'air d'un grand géant vert, puis moi, j'ai l'air d'un grand géant poilu. Alors, écoute, n'ayant point les photos pour le voir, je m'abstiendrai de tout commentaire, autre que de te dire la chose suivante. Ton japonais a tellement été impressionnant que je te dirais que moi, je pense qu'aujourd'hui, on va parler de Kingu Kongu Tai Godzilla. Ouais, moi, je vais dire arigato. C'est pas mal l'étendue de mon japonais. Mis à part quelques mots, mais en tout cas, on ne parlera pas tout à fait de japonais aujourd'hui, il ne faut pas s'inquiéter. C'est ça dans le fond, fait qu'on amène aujourd'hui une production japonaise versus une production américaine. Dans le fond, ils vont venir ensemble pour la première fois en 62. On a fait, dans le fond, dans la rétrospective du podcast, on a fait le film de King Kong 1933. Le film de Godzilla de 1954, puis là, on fait le troisième film dans la rétrospective que je veux faire. On va en faire d'autres par la suite, mais c'est plus une rétrospective at large sur les films là, de King Kong et Godzilla, plus pour voir comment que les films comment ils ont évolué au courant des années, là, puis pour se diriger là, vers le film de Godzilla versus King Kong qui va sortir à la fin de l'année. Puis c'est bien important pour que les gens comprennent pourquoi que la Toho se retrouve avec King Kong, parce que techniquement, King Kong est un héros américain. Pourquoi est-ce qu'il se ramasse au Japon? Et pourquoi qu'il devient un héros pour les Japonais? Parce que dans le film King Kong vs. Godzilla, Godzilla est encore dans cette période où c'est le bad guy. D'ailleurs, Vous allez avoir l'impression qu'on parle d'un match de lutte, là, mais c'est à peu près ça. Godzilla, c'était le bad guy pour les 3-4 premiers films, puis à un moment donné, il va virer du côté des bons, puis après ça, il va défendre le Japon. Mais avant ça, c'était la créature qu'il fallait absolument détruire dans tous les films de Godzilla. Et... Si je comprends bien, par contre, c'est pas le Godzilla original. Ben non, il est mort en 54, le Godzilla original. On pourrait aller en se disant que c'est le deuxième Godzilla qu'on a vu dans Godzilla Raids Again en 1955. Sauf qu'il faut comprendre que les Godzilla se suivent, mais se suivent pas vraiment, puisque chaque Godzilla est comme dans un univers séparé, bien qu'il se complète à l'intérieur de 3 lignes temporelles. Donc, vous avez le Godzilla qui part des années 50 jusqu'à la fin des années 70. Vous avez le Godzilla fin des années 80, au milieu des années 80, jusqu'au milieu des années 90. Puis après ça, vous avez la nouvelle ligne qui est Godzilla Millennium, donc des années 2000 en montant. Puis même, je vous dirais, là, depuis le nouveau Godzilla là, qu'ils ont fait, qui est Shin Godzilla, où est-ce que là, on repart une nouvelle ligne temporelle. Sauf que, même dans ces lignes temporelles-là, à l'exception des années 90, les films de Godzilla se suivent, mais ils ne suivent pas vraiment. Vous pouvez les écouter sans même écouter le film avant. On va faire un clin d'œil pour dire que oui, ça a un rapport avec celui-là d'avant, mais des fois, vous allez voir les personnages, puis ils vont parler, on va leur ramener, mettons, à un moment donné, comme justement dans le film de King Kong vs. Godzilla, il y a un personnage, à un moment donné, qui dit, ben il y a un monstre qui vit sur une île, puis le gars dit, ben voyons donc, des monstres, ça n'existe pas, c'est dans vos rêves. Ben, c'est parce qu'il y a 2 films avant où est-ce que Godzilla détruit le Japon. Donc, quelque part, ça existe, les monstres, mais on est toujours dans cet univers-là où est-ce que les monstres apparaissent pour la première fois, même si tout le monde semble connaître le lézard sous le nom de Godzilla. Il y a, à ce que je sache aussi, dans le fond, c'était vraiment commun au Japon dans ce temps-là. C'était Mothra
Puis tous les autres là, que Godzilla s'est battu contre, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas de film de Godzilla, mais on avait Mothra, on avait d'autres là-dedans là, que... Reptilicus. C'était Versus, là. Ouais, c'est ça, mais c'était des films qui sont quand même plus communs. Puis Godzilla, il faisait juste partie là, c'était juste un parmi tant d'autres. C'est un peu ce film-là qui a mis le personnage qui l'a élevé, dans le fond. Qui a levé sa popularité, effectivement. Et l'avenue de King Kong est un petit peu l'importance de ça, dans le sens que on met deux monstres, un peu comme... Imaginez que vous écoutez Freddy versus Jason, donc les amateurs de Freddy Krueger et les amateurs de Jason Voorhees ont une confrontation au sommet. C'est à peu près la même affaire à cette époque-là. On se dit, quelle belle façon de réunir l'auditoire américain à l'auditoire japonais en prenant le héros américain et en le confrontant au héros japonais qui est Godzilla. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que quand la Toho ont acheté les droits à RKO à l'origine, c'était pour faire un film qui allait s'appeler King Kong versus Frankenstein. Et on voulait partir une franchise sur King Kong parce que King Kong était aussi populaire, comme je disais tout à l'heure, au Japon que Godzilla l'était dans les années 50. Il faut s'entendre qu'on ne parlait pas le monstre de Frankenstein là, de 6 pieds de haut. On aurait grossi là, le monstre là, à une grandeur là, plus pour être capable de se battre contre King Kong en bout de ligne. Il faut juste comprendre ça pareil. Là. Oui, et Frankenstein, c'est un peu drôle parce qu'on va le voir un petit peu plus tard dans son propre film. Au même titre qu'il va y avoir un autre film qui va être War of the Gargantuas, où est-ce qu'à ce moment-là, Frankenstein confronte un double de lui qui est une créature qui a été créée finalement du même endroit que lui, mais que ça va être comme son frère et les deux vont être confrontés un à l'autre. Donc, on a gardé quand même le nom de Frankenstein, même si à l'époque, on n'a pas pu continuer ça, une question de droit d'auteur. Mais King Kong, on va le prendre et là, on va le mixer avec Godzilla. Et il faut comprendre que le King Kong de l'époque, ça venait d'un projet que c'était Willis O'Brien qui voulait réaliser. Il voulait faire une suite, justement, au King Kong de 1933. Et ça n'a pas marché. Et là, il a approché RKO. RKO ont voulu le faire. Finalement, ça n'a pas marché non plus. Et là, on a RKO ont tombé banqueroute, je pense, dans le même temps. Dans le même temps, à peu près. Ça se peut. Là, par exemple, j'ai pas... Ils se sont fait acheter par les... En tout cas, c'était probablement plus facile là, d'avoir les droits puisqu'ils étaient banqueroute. Là, en tout cas, d'après ce que j'ai comme information. Peut-être ça, j'avoue que là-dessus, je suis pas au courant. Mais je peux dire que le nom de Frankenstein est la raison pour laquelle Universal a été directement associé au projet de King Kong versus Godzilla. Parce que le droit appartenait à Universal. Donc, quand on accepte de faire ou de racheter la licence de King Kong versus Godzilla et que c'est Universal qui va présenter la version américaine, malheureusement quelque chose que tu viens de découvrir, mon cher ami Mathieu, parce que tu viens de te rendre compte qu'il existe deux versions de ce film-là, donc une version japonaise et une version américaine, mais on va en parler un petit peu plus tard. Ce qui est drôle à savoir, c'est que Willis O'Brien, un de ses meilleurs amis, c'est John Beck, et c'est John Beck qui va acheter les droits avec Universal de King Kong vs. Godzilla et qu'il va réaliser cette deuxième version, cette version américaine, en tournant des séquences additionnelles, en remontant le film japonais pour le mettre accessible à un auditoire nord-américain. Surtout les Américains. Alors donc, à ce moment-là, ça nous donne une deuxième version. King Kong vs. Godzilla US dure 90 minutes. King Kong vs. Godzilla japonais dure 97 minutes. Mais il y a encore plus de diversité entre les films. On parle de presque une vingtaine de minutes de différence entre chacun avec des séquences qui ont été enlevées de la version japonaise et d'autres séquences qui ont été refilmées pour la version américaine. Ce qui revient à peu près à la même chose qui s'est faite avec le Godzilla de 54, qui était le Godzilla japonais, mais qui est devenu le Godzilla en 56 américain, où est-ce que Raymond Burr a été rajouté. Puis à ce moment-là, on a rajouté à peu près une vingtaine de minutes de plus avec Raymond Burr, mais on a enlevé à peu près une vingtaine de minutes du film japonais, transformant l'espèce de film sérieux qu'on avait en 1954 du côté japonais en un documentaire pour les années 56 ou semi-documentaire pour les années 56, qui est tant qu'à moi un bon complément au film de 1954. Donc, vous pouvez écouter les deux, un en même temps que l'autre, puis ça va vous donner des insights d'un bord et de l'autre. Et c'est exactement la même chose avec King Kong versus Godzilla, c'est-à-dire que dans le film de King Kong vs. Godzilla, la version américaine, on prend le média et on prend les journalistes et on complète de l'information. Donc, qui fait un complément avec le film d'origine. Tant qu'à moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer la version japonaise. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai aimé un petit peu plus l'aspect sérieux de la version américaine, contrairement à l'aspect loufoque
de la version japonaise parce qu'il faut comprendre que King Kong vs. Godzilla est officiellement le premier film japonais de la franchise Godzilla à avoir été fait pour les enfants. C'est le premier en couleur aussi. C'est le premier en couleur. Avant, Godzilla était des films d'horreur, que ce soit Godzilla ou Godzilla Raids Again. C'était plus noir et blanc, c'était plus terrifiant. Là, on va vraiment le faire pour les kids. Donc, on prend le personnage de Godzilla et on va s'en servir pour justement devenir comme un héros pour les tout-petits. Même s'il est méchant là, il va devenir un héros plus tard, puis il va devenir associé avec les jeunes enfants. Donc, les films de Godzilla vont tomber avec un auditoire, là, plus, je te dirais, 7 à 10 ans à cause de ça. Et c'est King Kong versus Godzilla qui va starter ça. Pour ceux-là qui vont se dire tout de suite, je vais aller voir quelle version que j'ai sur mon Blu-ray, puis qui vont prendre leur Blu-ray, puis qui vont dire j'ai la version japonaise, parce qu'en arrière, c'est marqué qui dure 1h36, la version 2004 là, du Blu-ray. Dans le fond, vous avez la version américaine, même qui dure pas 90, qui est marqué qui dure 1h36, mais dans le fond, elle dure 90 minutes. Une fois qu'on écoute le film, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pour ceux-là qui ont écouté Christophe, là, qui vient de parler de ça, des longueurs, le Blu-ray 2004 est mal représenté, dans le fond. Fait que, moi, tu vois, je suis une vieillerie. Alors, pendant que toi, tu as le Blu-ray, moi, j'ai mon DVD en avant de moi. Et moi, tu vois, il est marqué 91 minutes sur ma copie. Moi, je pensais que tu avais le VHS, mais... j'ai le VHS également. Non, j'ai le VHS et j'ai même la version bêta, si tu veux aller dans le vieillot. Là. Oh, oui, non. Ma version japonaise est encore en VHS. D'ailleurs, j'ai pas réussi à me trouver une version japonaise en DVD. J'en rêve un jour d'avoir ma copie DVD en japonais original. Il y a des fois que ça doit sonner comme un vendeur de Blu-ray, là, mais le transfert est quand même assez pas pire là, sur le Blu-ray. Là. J'imagine que le DVD, ça doit être similaire. Ou, la version Universal, je ne sais pas pour quelle raison. Moi, je te dirais, les deux versions que je vois, ma version que j'ai en VHS, puis c'est pas le support qui est le problème, là, c'est que la qualité du film japonais a mal vieilli. Universal ont remasterisé le film, eux autres, mais leur version, eux autres, ils n'ont jamais remasterisé le King Kong vs. Godzilla original japonais. Donc, c'est pour ça que la copie Blu-ray et DVD est excellente, parce que même encore aujourd'hui, quelqu'un qui veut se procurer la version originale japonaise va remarquer que la qualité de film japonaise ou la version japonaise est beaucoup moins bien... apparaît beaucoup moins bien conservé, apparaît beaucoup moins bien sur l'écran que la version américaine à cause justement du remasterisage. Donc, il faut croire que les Japonais n'ont pas fait leur travail encore. Je ne sais pas si au Japon, ils ont sorti une nouvelle version avec une qualité, surtout que là, écoute, c'est quoi, 1962, donc on approche du 40 ans bientôt, là. Ouais, je faisais un peu le comparatif de King Kong 1933 puis de Godzilla de 54. Puis je trouvais que le film était mieux conservé de 1933 que le film de 1954 de Godzilla. Fait que c'est peut-être aussi la manière de conserver leur film au Japon. Je sais pas exactement là, leur procédé, mais le film qui était 20 ans avant était mieux conservé que. Puis il y a quand même 85 ans, là, le film de King Kong. De King Kong. Ouais, dans le fond, c'est pas une version récente, là, la version là, de Godzilla puis de King Kong. Là, ils ont quasiment 10 ans quand même là, comme Blu-ray, là, mais même avec 75 ans, là, le transfert qui a été fait, là, je pense que c'est 2012, je pense le King Kong que j'ai, là, puis le transfert est super beau, là, c'est super clair là, pour un film de 75 ans. Puis Godzilla, c'est loin de c'est éclairable, mais ça a l'air de quasiment un DVD qui était upscale. Et ne connaissant pas le côté japonais, comme je connais le côté américain, je ne sais pas à quel point pour les Japonais c'est important de faire la remasterisation de leurs anciennes productions. Donc, je ne sais pas jusqu'où ils travaillent là-dessus. On sait que du côté des Américains, on a beaucoup de fierté sur les vieux classiques. On va des fois investir 1,5, même 2 millions de dollars pour refaire ou remasteriser une production, retrouver des vieilles bobines de films qui sont brisées, mais les retravailler. Puis des fois, moi, j'ai vu un documentaire, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un an et demi, où est-ce qu'on voyait comment ils retravaillaient. Puis des fois, tu as des films, tu as des trous dans la pellicule, tu as des films que le verre est rendu quasiment jaune.
noir tellement ça l'a mal vieilli ou que la pellicule a perdu de sa luminosité. Puis avec le numérique, on va te retravailler ça, puis on te remet des couleurs vives et tout ça. Et ça, les Américains, là-dessus, on va leur donner. Ils ont beaucoup plus de respect de leur vieille version, de leur vieux film, je pense, que d'autres pays comme le Japon. Mais encore là, comme je dis, comme je connais moins le produit japonais, je ne sais pas à quel point que le Japon investit au niveau de la remasterisation de leurs vieux classiques. Fait que ce que j'aime d'être avec toi aujourd'hui, Christophe, c'est que toi, dans le fond, t'es un fan de Godzilla, puis moi, je suis un fan de King Kong. Fait que ça coïncide de même. C'est d'où la raison pourquoi t'es poilu, c'est ça? La raison pourquoi je suis poilu. Ouais. Puis que toi, t'es vert. Fait que c'est ça. Je trouve que on va avoir une belle deux perspectives quand même. Je veux dire, OK, c'est des films qu'on a vus chacun une couple de fois. Oui. Peut-être que toi, tu as vus. Le film d'aujourd'hui, tu l'as probablement vu plus souvent que moi. Écoute, même les films de King Kong, j'ai vu ça plus qu'une couple de fois, parce que même si je suis un fan de Godzilla, je suis également un fan de King Kong. Cependant, j'ai toujours considéré que la confrontation Hong Kong et Godzilla était improbable parce que Godzilla peut pas perdre contre King Kong. Écoute, King Kong, c'est de la force brute, mais Godzilla, juste par le fait qu'il ait son espèce de crachat nucléaire, disons que King Kong n'a pas la capacité de pouvoir battre une créature comme Godzilla. Mais enfin, c'est des opinions personnelles, n'est-ce pas? Ouais, bon, on va en reparler tantôt. C'est ça. Dans le fond, pendant de ce que tu dis, dans le fond, là, en tout cas, on va reparler de justement ce que tu dis. Là, je pourrais dire que présentement, pour les amateurs de lutte, King Kong est le Ultimate Warrior, puis Godzilla est Hulk Hogan. Puis c'est à peu près ça que ça donne comme match. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, le but du film, c'est pas mal, dans le fond, d'avoir les deux personnages là, qui se rencontrent, là, d'avoir Godzilla puis King Kong qui se battent ensemble. On amène deux univers. On va mettre pas mal l'emphase là, du consumérisme. C'est un anglicisme, là, mais on va parler là, des compagnies pharmaceutiques là, qui veulent, dans le fond, là, montrer leurs produits, là, pas leurs produits, mais qui veulent juste gagner des codes d'écoute à la télé pour pouvoir, dans le fond... vendre leurs produits. Vendre leurs produits, c'est ça. Fait que c'est un peu la base là, du film. En fait d'idée, je n'ai pas vu grand autre chose à part de ça, mais je veux dire, on va focusser là-dessus, là, en fait thématique. Bon, on a des idées aussi là, que les cigarettes amènent la paix. Ça, c'est des idées qui vont passer. Je sais pas si c'est vraiment là, la bonne thématique là, à apporter là, au film. Mais il faut comprendre une chose. Hein? Le film commence déjà de deux façons différentes, que ce soit la version américaine que la façon japonaise. Et tantôt, tu parlais de la compagnie pharmaceutique qui, elle, cherche à faire de la publicité. Ce qu'on n'a pas dans la version américaine, mais qu'on a dans la version japonaise, c'est que le film, au niveau américain, commence avec un reportage journalistique fait des Nations Unies. Du côté japonais, la façon que ça commence, c'est que la compagnie pharmaceutique regarde un programme d'un homme qui, un petit peu farfelu, parle de choses qui existent dans le monde surnaturel et ainsi de suite. Et cette compagnie pharmaceutique-là commandite ce poste de télévision-là et commandite ce programme de télévision-là où est-ce qu'on parle de plein d'affaires totalement illogiques et complètement ridicules, mais que les gens qui aiment ce type de produit-là vont écouter. Sauf que les codes d'écoute sont très mauvaises et justement, notre personnage qui est comme, on va dire, le représentant de cette compagnie pharmaceutique-là est bien découragé parce que lui, il rêve d'avoir un programme où est-ce qu'il va avoir quelque chose qui va lui ramener des codes d'écoute que les gens vont écouter et d'avoir quelque chose de différent. Ce qu'on va voir peut-être à partir de, je te dirais, si je me trompe pas, je pense que ça arrive après l'apparition de Godzilla dans la version américaine, mais ça arrive avant l'apparition de Godzilla dans la version japonaise. D'après ce que je peux comprendre, c'était quand même quelque chose qui était d'actualité là, dans le temps là, pour les codes d'écoute. Ça l'est encore aujourd'hui là, avec pour les codes d'écoute. C'est bien important là, en tout cas pour pouvoir vendre des produits ou pour, je veux dire, dans le fond, là, savoir qui est le meilleur, dans le fond, là, qui est un peu Mais la différence... C'est le meilleur entre Godzilla. C'est ça. Mais la différence, c'était ça, c'est que
du côté de la version américaine, on ne montre pas que la compagnie pharmaceutique a son poste de télévision puis elle a son programme qu'elle commandite. On va juste dire, OK, là, on a un scientifique qui arrive d'une île avec une espèce de produit qui peut aider à combattre les cancers. Et puis là, on veut en avoir plus, mais il faut aller sur une île où on va découvrir un monstre. Et là, le monstre va devenir l'outil premier de cette compagnie pharmaceutique-là pour faire la promotion de son produit. Dans la version japonaise, c'est le contraire. C'est qu'on apprend rapidement qu'il y a une île où est-ce que là-dessus, il y a un scientifique qui a découvert une espèce de produit. Et le gars dit, trouvez-moi ce scientifique-là, vous me le ramenez ici parce que je veux avoir la chance de mettre la main là-dessus puis de mettre la main sur cette espèce de créature monstrueuse. Donc, l'approche n'est pas la même dans les deux versions, que ce soit américaine ou japonaise. Et ça, c'est important au niveau de la distinction parce que c'est pour ça qu'une des raisons laquelle je préfère un peu plus la version américaine de la version japonaise, c'est que la version japonaise est faite plus enfant, donc il y a un petit peu plus d'aspect ridicule au niveau des personnages, alors que du côté américain, on le prend avec sérieux, puis ça commence avec l'espèce de reportage des Nations Unies, où est-ce que là, même qu'il y a un reporter qui travaille sur une station spatiale au-dessus de en orbite autour de la Terre, qui lui fait son rapport, puis qui parle d'un sous-marin qu'on va voir, nous autres aussi, dans la version japonaise, mais qui est amené d'une autre manière dans la version américaine. Donc, tu vois déjà, puis même là, encore là, dans la version américaine, au début du programme, il nous montre déjà ces espèces de petites boules, où est-ce que justement cette compagnie pharmaceutique-là a l'intention de sortir un produit avec ces boules-là et ainsi de suite, alors que c'est quelque chose qu'on va voir plus tard dans la version japonaise, parce que là, ils vont rencontrer ce scientifique-là qui va leur présenter le dit produit qu'on n'a jamais vu avant, donc qu'on va voir peut-être à partir de peut-être la 15e ou la 20e minute de film, alors que là, on le voit tout de suite en partant du côté de la version américaine. Fait que le film ouvre avec la planète de Universal International, puis c'est là que je me rends compte que j'ai regardé la mauvaise version du film. C'est assez drôle, je m'étais fait des notes là-dessus parce que je me posais des questions quand j'écoutais le film hier, quand j'écoutais le film, je me faisais mes notes. Je marqué Universal International, puis c'est ça que je me suis rendu compte par la suite que c'est pas ça qu'il fallait que j'écoute. Mais toi, une des deux affaires. Toi, ton film a commencé avec Universal International. Moi, mon film a commencé avec la Tooscope. Ce qui est bien là-dedans, c'est que ce que j'ai vu, on va pouvoir en discuter dans le fond de qu'est-ce qui est un peu mieux là, de chaque version. Là. Mm-hmm. C'est sûr que je n'ai pas vu la version japonaise, fait que au moins tu vas pouvoir remplir un peu les trous là, que j'ai pas. Là. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des scènes là, que, à ce que je sache, là, la version japonaise là, élabore un peu plus, tandis que la version américaine, on a des scènes là, parce que Godzilla, il commence la destruction un peu plus loin, puis c'est coupé direct là, par un reportage là, des Nations Unies. Et Godzilla est amené beaucoup plus tôt dans la version américaine que la version japonaise, en passant, hein? Fait que oui, c'est pour ça que je te disais tantôt, les Japonais, on y va plus du côté loufoque, on y va plus du côté avec des gags enfantins, où est-ce que le représentant de la compagnie de pharmaceutique est un être totalement ridicule, puis qui est beaucoup plus genre un Charlie Chaplin ou un Buster Keaton ridicule, ou un Three Stooges, qui fait des blagues physiques pour faire rire l'auditoire, alors que du côté américain, on y va sérieux avec le reportage des UN et tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment pas, d'une certaine façon, c'est pas du tout la même, je dirais, ambiance au niveau des deux films. Chacun a sa version ou sa direction qu'il veut prendre, mais ça n'empêche pas que les deux arrivent, comme tu disais tantôt, avec le même but, c'est King Kong versus Godzilla. Ce qui est quand même drôle, pareil, c'est que j'ai quand même remarqué, c'est un peu de la satire, dans le fond. Là, je l'ai quand même vu là, assez bien. Là, il faut que tu comprennes un peu. Puis c'est un film que tu peux pas reprendre vraiment là, au sérieux, puis tu t'en rends compte assez rapide, puis il faut que tu t'en rendes compte. Parce que si tu t'en rends pas compte, là, tu vas trouver le film là, très long. Long et fait que c'est pas long. Puis c'est ça, on voit le globe. Puis c'est là qu'on a une citation là, de Shakespeare dans Hamlet. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Ça te dit quelque chose? Non. Non, c'est ça. Le narrateur nous balance ça en pleine face dans la version américaine. Du Shakespeare tout de suite en partant.
pour nous dire, dans le fond, là, que la connaissance là, est comme limitée. Là, la connaissance des hommes, là, dans le fond, est juste limitée. Ouais. Du coup, mais je trouve juste ça drôle du Shakespeare tout de suite en partant là, sur le film. J'imagine que ça n'a pas rapport avec la version japonaise. Non, parce que comme je te dis, pendant que toi tu vois ça, moi de mon bord, ce que je vois, c'est tout simplement un gars qui parle de choses loufoques à un programme de TV, puis après ça, on se ramasse dans les bureaux de la compagnie pharmaceutique, où est-ce que là, eux autres, t'as notre fameux représentant qui, lui, est bras croisés, puis qui dit hey, c'est de la merde, c'est pour ça qu'on n'a pas de code d'écoute. Puis là, tu vois deux journalistes qu'on va voir plus tard dans la version américaine, mais on voit aucunement cette séquence-là. Japonaise dans l'introduction. Alors, toi, pendant qu'on voit les Nations Unies, nous, on a ça, puis après ça, on s'en va dans une espèce de spectacle où là, il y a une émission qui est enregistrée de musique, puis on va aller chercher des gens là-dedans, puis on va leur dire, vous devez m'embarquer dans un bateau, puis aller sur l'île chercher un scientifique, puis me ramener l'espèce de médication qu'il y a là-bas pour qu'on puisse mettre ça en avant-plan pour notre compagnie de pharmaceutique. Donc, tu sais, tout ce bout-là d'histoire, on ne l'a pas dans la version américaine. On l'a juste dans la version japonaise. Ça m'avait mélangé. Par contre, quand il arrive, justement, il dit... là, je pensais que King Kong, là, il était sur la côte japonaise. C'est là où, dans le fond, on va voir le sous-marin, là, Seahawk, là, qui s'en va là, vers un iceberg. Puis que, dans le fond, là, c'est là qu'on va avoir vraiment là, un petit mini aperçu de Godzilla. Mm-hmm. Je trouve que, honnêtement, là, je parlerais pas, dans le fond, là, contre toutes les miniatures, là, le côté là, artistique du film. Là, ils ont le choix, puis je serais jamais contre le choix qu'ils font. Là, plus tard, ça va paraître que c'est vraiment des jouets. Là, mais ça, c'est tous les films de Godzilla. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, là, le Godzilla qui sort de l'iceberg, je trouve que la manière que ça a été filmé, l'eau alentour, puis toute la manière qu'ils ont réussi à faire cette maquette-là, je suis pas capable de voir comment ils ont fait comment qu'ils l'ont fait, puis que ça a l'air quasi réel. Je me trompe-tu ou il y a vraiment Godzilla a vraiment de l'air aussi gros que l'iceberg, puis tu regardes l'eau à côté, toute la manière que c'est fait, t'as l'impression d'être en Arctique. Je sais pas. Oui, j'ai vraiment l'impression. Puis l'eau alentour, c'est parce que des fois, en perspective, plus tard, on va voir de l'eau qui frappe une maquette, puis on voit clairement que l'eau est plus a comme été zoomée, là, tu sais, tu peux pas tromper l'œil sur de l'eau, surtout là, ou du feu, ou des choses qui sont que tu peux pas construire dans le fond. Là, tu peux pas vraiment tromper l'œil. Mais ça, c'est la beauté. C'est la beauté des Japonais. Hein, la qualité des effets spéciaux. Même si aujourd'hui, on regarde ça et on se dit, mon Dieu, c'est donc bien, c'est laid, puis ça n'a pas de sens, puis c'est rigolo. Puis ça, comment tu pouvais être ridicule pour montrer ça au cinéma, puis tu te quittes. Mais si tu regardes quand même la qualité des effets spéciaux pour l'époque, c'est débile. Et ils ont fait tellement de choses incroyables. Et ce film-là est également encore là, démontrant à quel point que les Japonais ont le plein contrôle de ce qui s'appelle le maquettisme. Sont capables de faire de quoi qui est quand même crédible. Parce que même les combats de monstres, quand ils se battent et qu'ils démolissent des buildings, on regarde ça et on se dit, c'est facile à faire, mais pensez-y, là, c'est pas si évident que ça. Parce que le building... il y a du bon qui sont en arrière de ça, puis il faut qu'ils travaillent. C'est sûr qu'il y a une bonne partie du budget, dans le fond, qui est lancé là-dessus. Là, exact. Et il faut que tu dises que quand le building crash, il faut qu'il y ait de l'air crédit. Donc, quand il crash, c'est pas une affaire qui est faite en carton. Il faut qu'il tombe en miettes comme si vraiment c'était un building qui était accroché par un monstre puis qui tombe parce que c'est fait en pierre. Donc, ou en ciment. Donc, il y a une qualité des effets spéciaux, de recherche au niveau des effets spéciaux du côté japonais qui, même si c'est loufoque, pour l'époque, c'était incroyable parce qu'il était capable de nous montrer des choses que, pour les gens qui sont au cinéma, n'auraient jamais pensé voir. Là. On n'a qu'à penser à des vieux classiques comme The Creature from 20,000... The Beast from 20,000 Fathom, où est-ce que le monstre est comme en surimpression, mais il démolit pas de building. C'est plate parce que ce film-là, dans le fond, c'est lui qui avait comme un peu relancé là, l'idée d'avoir Godzilla, le film dont tu parles. Là. Oui. C'est avec ce film-là qu'ils ont... Oui, effectivement, 20,000... Qui a inspiré le premier Godzilla de 54, c'était The Beast from 20,000 Fathom. Et quand tu voyais la créature détruire un bâtiment, c'était fait en stop motion. Là, les Japonais te le font live. Puis tu vois pas d'effets saccadés, ça se fait live. Les buildings crashent, puis les effets spéciaux sont sublimes.
Pour en venir à cette séquence-là de Godzilla quand il sort de son iceberg, dans la version américaine, ça arrive à 12 minutes à peu près du film, 10 ou 12 minutes. C'est très, très, très rapide. Ça arrive à la première demi-heure dans la version japonaise. Donc, il y a une grosse différence parce que, comme je vous disais tantôt, il y a des affaires qui ont été rajoutées. La séquence médiatique du début du film, où est-ce qu'on voit justement les Nations Unies, ça fait ce 10 minutes-là. Et c'est inclus à travers. Du côté japonais, on a toute une histoire, là. T'as cette histoire aussi avec l'émission de radio. T'as ces journalistes-là qui travaillent dans le bureau. T'as cette espèce de publicité-là où on va chercher nos deux aventuriers. Après ça, tu vas avoir le frère et la sœur qui vont se voir dans le logement. Mais ça, c'est toute cette séquence-là avant que le gars rentre dans le logement. C'est tout coupé, tu le vois pas. Dans la version japonaise, tu le vois juste quand il rentre dans le logement et puis que sa sœur est déjà avec son chum puis que son chum va lui monter son espèce de corde. Donc, les Américains coupent très, 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 très rapidement à l'action avec Godzilla. On ne veut pas perdre de temps avec des histoires saugrenues à la japonaise comme ça arrive souvent dans un film de Godzilla. C'est-à-dire qu'on part sur une longue histoire, puis après 40 minutes, tu vois apparaître le monstre, puis finalement, tu te dis, OK, on vient de perdre 40 minutes d'histoire alors qu'on aurait pu sauter à l'action tout de suite en partant. Les Japonais, les Américains, eux autres, c'est comme, regarde, on va couper ça, puis on s'en va à l'action. Et alors qu'on voit le bateau, le sous-marin américain, très tôt dans la version japonaise, là, on la voit beaucoup plus loin dans la version américaine parce que là, on voit les Japonais tout de suite au début, alors que là, ça prend à peu près une dizaine de minutes avant qu'elle arrive au niveau de la version américaine, où là, justement, on va voir apparaître Godzilla parce que ça se fait en un one-shot, alors que du côté japonais, on va le voir en 2 ou 3 shots. C'est-à-dire qu'on va voir le sous-marin où ils se parlent. À un moment donné, ils ont une explication qu'est-ce qu'ils vont faire. Après ça, on saute avec les journalistes qui sont, mettons... OK, c'est vraiment coupé. C'est tout coupé. Alors que les Américains, eux autres, ils ont tout remixé ça dans une scène. Puis c'est ça. C'est ce qui part l'introduction du film. Et c'est ce qui nous met dans l'action très rapidement du côté américain, contrairement à la version japonaise. Fait que Godzilla, il sort de l'eau, en bout de ligne, puis il se ramasse sur la côte de Tokyo, je pense bien, au Japon. En tout cas, il y a une armée là, que tout de suite, il essaie d'arrêter Godzilla. On voit les miniatures. Dans le fond, un petit résumé rapide là, de la fin quasiment de Godzilla, juste pour nous embarquer en haleine. Ça, c'est dans la version américaine, là, où je sais pas pour la version japonaise, où cette scène-là, elle tombe. J'imagine qu'elle doit tomber à peu près une demi-heure. Elle est beaucoup plus pas loin. Trop longtemps après. Oui, elle est beaucoup plus loin. Puis il y a d'autres effets aussi, d'autres choses. Hein. Tu sais, quand King Kong, mais quand Godzilla sort de la glace, dans la version américaine, ils ont zoomé pour bien voir Godzilla. Oui, justement, j'aimais toute la prise, mais juste le zoom, je voyais pas le but du zoom. Alors que la version japonaise, c'était beaucoup plus loin quand tu le vois sortir. Fait que tu vois vraiment l'île au milieu de l'Antarctique, alors que les Américains, eux autres, ils ont rapproché ça. Et plus loin, les Américains vont refaire la même chose. Quand Godzilla va s'attaquer aux militaires pour quand il rentre justement sur le territoire japonais pour la première fois, puis qu'il se bat contre les tanks japonais, on l'a en widescreen. Donc, tu as toute la séquence au complet. Les Américains vont nous mettre une télévision et ils vont cropper la scène et ils vont juste nous montrer genre 30 ou 40% de la séquence au complet, mais on le voit à partir d'un écran de télé, au lieu de le voir comme si c'était réel. C'est ça que je disais un peu. Il y a des affaires qui ont l'air d'être vraiment coupées, puis c'est ça que ça m'amenait un peu comme questionnement là, pendant que j'écoutais le film. Je me suis dit, voyons, ça vient tomber coupé abruptement. Mais c'est drôle quand même de voir tous les petits tanks sortir, puis on tire quelques coups à Godzilla, tout d'un coup il revire de bord, puis il rentre dans leur cachette. Je trouve ça quand même drôle. Mais c'est ça comme je dis, tu sais, faut pas que tu prennes tellement le film littéral quasiment. C'est comme, c'est ça que je pense qui fait que c'est le fun, parce que si t'arrives puis tu sors, tu te dis c'est juste des petits tanks téléguidés qui sortent, puis même là, je suis même pas sûr qu'ils sont téléguidés. Je pense que j'ai vu une coupe de fil à des endroits là qui avaient l'air attirés un peu là. Je sais pas si c'est là ou c'est un peu plus loin là. Mais en tout cas, je veux dire, si tu t'arrêtes là avec les effets spéciaux là, puis que t'aimes pas ça, puis tu penses ça trop littéral comme film, t'es aussi bien de fermer le film tout de suite là, puis d'arrêter ça. Mais si tu y vas quand même, là, tu sais déjà à quoi t'attendre. Si mettons que c'est ta première fois que tu vois un film, tu sais, t'es content d'avoir King Kong parce que t'es américain ou ailleurs, peu importe. Tu te dis yes, je vais avoir King Kong à l'écran.
Puis t'arrives, puis tu te dis, finalement, t'es déçu de voir à l'écran là, que c'est toutes des miniatures ou tu sais, c'est quasiment des jouets, dans le fond, là, que tu vois, au lieu de voir là, quelque chose d'aujourd'hui, là, peut-être plus raffiné, parce que il y a des miniatures qui se font que, je veux dire, qui ont de l'air plus réel là, que ce qu'on voit. Là. Puis ça a l'air plus de des jouets, on s'entend. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est des téléguidés. Oui, c'est possible. Comme je te dis... Non, c'est carrément des téléguidés. Je sais pas c'est où, là. Il y a une fois, je n'étais pas sûr si j'avais pas vu un fil passer en train de tirer un truck. Non, les fils que tu vas voir passer, c'est pour les avions. Donc, quand tu vas voir des avions, des hélicoptères, comme à un moment donné, tu as une séquence, tu as un hélicoptère qui tourne justement autour du iceberg quand Godzilla se réveille, tu vas voir les fils, ils sont là. Mais au niveau des tanks, c'est des téléguidés. Puis tu les vois vraiment avancer en téléguidés. Puis Mais, tu sais, quelqu'un qui connaît pas encore Godzilla ou qui sait pas comment ça marche le cinéma, le kaiju movie au niveau des Japonais, là, vous venez de découvrir c'est quoi un kaiju. Donc, si vous aimez pas ça, ben retournez voir le film de Guillermo del Toro, c'était Pacific Rim, où là, vous allez avoir du numérique. Mais sinon, si vous voulez voir la création de d'où viennent tous ces films de monstres-là, puis comment ça a été créé, les Japonais, eux autres, se le cachent pas. À l'époque, on vous fera pas du stop motion, puis on vous montrera pas de la surimpression d'images, puis on fera pas des choses où est-ce que ça va paraître que les deux sont pas au même niveau. On va vous la mettre d'en face. Quand Godzilla démolit quelque chose, il détruit quelque chose qui est physique, et non pas quelque chose qui est en stop motion ou quelque chose qui est en surimpression. Et donc, ça va se faire en one-shot. Et même si ça a l'air d'être un jouet, que ce soit un train électrique, que ce soit un tank téléguidé ou que ce soit des petites voitures ou même des gens qui courent, mais que eux autres, c'est de la surimpression d'images, il y a quand même plus des marionnettes. Ou des marionnettes, c'est ça. Mais il y a quand même plus de crédibilité d'une certaine façon parce que tu viens qu'à croire à cet univers-là parce que ça fait partie de l'univers. Et ça fait partie de ton univers. Et les Japonais, c'est pas prétentieux. Ils vont pas faire ça avec prétention. Ils vont le faire parce qu'ils ont le goût de s'amuser. Et c'est là le plaisir. Et il faut se rappeler, quand vous écoutez un film de Godzilla de ces années-là, il faut l'écouter avec des yeux d'enfant parce que c'est des films qui sont faits pour les enfants. Oui, de toute façon, moi, je sais pas si c'est une qualité ou... en tout cas, la manière que je prévois... Quand je vois un film, souvent, là, les effets spéciaux, je vois qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis, c'est rare que je vais arriver, là, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans n'importe comment que c'est fait. C'est rare que je vais regarder le film puis dire, c'est pas crédible qu'est-ce qui monte à l'écran. Souvent, je vais quand même avec l'idée qu'ils veulent montrer. Puis, peu importe le choix là, créatif qu'ils ont fait, qu'ils ont pris là, pour pouvoir passer leur idée, je vais y aller avec ça. C'est comme le King Kong de 1933, il a bien beau être une marionnette, mais je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire. Mais King Kong de 1933 n'est pas une marionnette, c'est du stop motion. C'est du stop... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même une genre de marionnette qui bougeait là, tout le temps, le frame par frame, dans le fond, là, mais capable de comprendre l'émotion qui veut sortir sur juste c'est une statuette qui est tout simplement articulée. C'est ça, c'est une statuette qui est articulée, donc c'est du stop motion. Parce qu'une marionnette, pour moi, c'est tu mets ta main dedans puis c'est un puppet, là. Mais c'est pas du tout le même style. Dans le cas du stop motion, ça a quand même été, jusqu'aux années 70, la manière qu'on pouvait représenter les monstres du côté nord-américain. Donc, pensez au film de Sinbad, pensez au film de King Kong, pensez au film de... Tout ce qui était créature ou monstre, ça a toujours été fait soit par surimpression. Donc, si on écoute, mettons, Tarantulas, bien là, c'est une araignée qu'on filme et qu'on agrandit puis qu'on met en surimpression sur des images. Par moments bien fait, par moments c'est mal fait. Mais, ou encore, on va construire grandeur nature des créatures comme dans Them, où est-ce que là, on construit des... Mon Dieu, Them, c'est comme des coquerelles, je pense, ou des sauterelles, ou des mantis, là, c'est gigantesque, ou est-ce qu'à ce moment-là, sont construites, c'est des robots, carrément, des monstres grandeur nature faits comme des robots, ou est-ce qu'ils sont travaillés avec un système de mécanique à l'intérieur, et c'est très réaliste. Mais dans le cas de Godzilla, ou dans le cas de King Kong, dans ce cas-ci japonais, on prend des gens, puis on les met dans des suits avec un zipper en arrière. C'est deux styles différents. C'est juste que quand tu vois les tanks avec Godzilla à côté, ben, tu te rends compte que la grandeur est respectée. C'est-à-dire que quand on fait les tanks, les téléguidés sont très petits, puis Godzilla peut s'amuser à les piétiner. Mais tu y crois parce que tu le vois dans ta face. C'est pas de la surimpression, c'est pas du stop motion, c'est du vrai.
Et la seule façon de le faire, c'est de le faire comme ça, parce que tu peux pas prendre un vrai tank, puis prendre un gars, puis l'agrandir de façon à avoir un monstre qui est de la même grandeur que les tanks pour qu'il écrase réellement les tanks. Puis le numérique n'existe pas à cette époque-là. Je trouve ça quand même juste bien, dans le fond, là, on le met tout de suite la base là, de qu'est-ce qu'on va voir pendant le film. Exact. Je veux dire, on est à quelques minutes, là, en tout cas, c'est pendant la version du film, là, mais on sait que ça va être ça qu'on va avoir comme effets spéciaux. Fait que on y va ou on y va pas avec. Fait que c'est ton choix se fait là, dans le fond. Si tu dis ça va être autre chose plus loin. Tu l'as là. Et de toute façon, si on est un fan de Godzilla, on a connu ça avec Mothra, on a connu ça avec Crapsidicus, on a connu ça avec Godzilla, donc on est habitué à cet univers-là. Oui, c'est ça, mais... Il ne faut pas oublier, il y a Rodan aussi. Oui, puis il y avait Rodan qui avait été fait en 56 aussi, donc une autre créature qui va rentrer dans l'univers de Godzilla aussi plus tard. Ça aussi, il avait eu son propre film, puis c'était la même affaire, c'était un ptérodactyle, donc tous les avions, c'était fait avec des cordes, puis même affaire quand tu passais par-dessus les buildings, puis que ça volait dans les airs, tu savais que c'était fait en carton, puis tout le kit. Alors, c'est un univers que les gens, moindrement qui sont connus, qui connaissent cet univers-là, le savent que c'est comme ça que c'est fait. Fait que après ça, il y a tout, dans le fond, là, ça brasse un peu. On a le personnage, là, dans le fond, dans le Godzilla original, tu vas peut-être pouvoir me répondre à ça. On avait le personnage là, de Serizawa, que lui, dans le fond, là, il avait fait la bombe qui faisait détruire... Comment qu'il appelait ça? C'était le Destroyer, le Oxygen Destroyer. Ah, Oxygen Destroyer. Puis, est-ce que c'est le même personnage qui revient? Parce que c'est le même acteur, puis son nom... En tout cas, dans la version américaine, là, c'est pas Serizawa, c'est genre Chikazawa. Là. Je me suis dit, c'est-tu juste dans la traduction? Il y a quelque chose comme Gojira puis Godzilla? Ou c'est-tu le même personnage qui revient, qui est pas mort dans le fond de l'eau à la fin de Godzilla? Non, c'est pas le même personnage. C'est un autre personnage. Comme je te dis, chaque Godzilla a son propre univers. C'est très rare que tu vas voir vraiment une suite directe à un film de Godzilla où qu'un personnage va revenir. C'est plus dans les années 90 qu'on va voir ça. Fait que c'est un autre personnage. C'est pas du tout le même. C'est juste qu'il tombe à être... Il a le même nom. Je veux dire, il y a quasiment le même nom, c'est ça. Puis c'est joué par le même acteur. Fait que c'était juste une note que j'avais pris de même. Là. Fait que pendant ce temps-là, c'est ça, le monsieur Tako, que lui, c'est la tête pharmaceutique là, d'une telle compagnie. Puis qu'il avait envoyé là, les deux pauvres frères, dans le fond, là, que. En tout cas, c'est la version américaine, c'est ça. C'est comme quoi, là. T'as le frère de Famiku, puis t'as, dans le fond, son chum. Ouais. Si je me trompe pas là-dessus. Oui, dans la version japonaise, c'est exactement la même affaire. La différence, c'est ça. Son frère arrive à son logement, puis il se rend compte que sa sœur est pas là. Donc, il s'en va dans le logement de celle-ci qui est situé à côté. Et ça, on le voit pas dans la version américaine, c'est coupé. Quand la séquence mais commence... Elle, plus tard, à quelque part, elle. Mais pour une scène, puis en tout cas, c'était encore un peu une autre question que je me demandais pourquoi qu'on voyait ce personnage-là. Oui, bien, ça, je me trompe-tu? Il y a des séquences qui sont coupées dans la version américaine parce qu'à un moment donné, il y a une séquence où tu as justement Fumiko, elle est inquiète parce que justement son frère est parti, tout ça. Puis il y a son ami Tammy qui est là puis qui la calme. Ça s'est fait dans son logement. Puis d'ailleurs, il écoute un programme avec un lion à télévision. Ça, vous n'avez pas ça dans la version américaine. Vous avez juste ça dans la version japonaise, cette petite séquence-là. Fait que elle, c'est... elle a son frère puis son chum, dans le fond. Ben, elle a son chum, c'est ça. Puis elle vit à côté de chez son frère, mais elle s'occupe de son frère, bien sûr, comme bonne japonaise, n'est-ce pas? Elle doit s'occuper de son homme. Fait que quand c'est pas son mari puis qu'elle n'est pas mariée, ben, elle s'occupe de son frère. Mais à un moment donné, c'est drôle parce que cette espèce de petite blague où est-ce que Fumiko va faire un steak beaucoup plus large pour son chum que pour son frère. Ben, ça amène un petit peu la version loufoque du film de King Kong vs Godzilla. Là. Ouais, c'est comme un peu je veux pas dire que c'est un parallèle avec de King Kong contre Godzilla, dans le fond, là. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de rivalité, là, les deux. Là, je veux dire, c'est quand même deux chums, ils sont capables ils travaillent ensemble, là, même s'ils ont un peu des comportements différents. Mais en tout cas. Fait qu'ils se ramassent sur l'île de Faro, c'est plus Skull Island ou elle s'appelle l'île de Faro sur la version américaine. Je ne sais pas pour la version japonaise. Puis on a des Japonais qui sont maquillés, qui ont du maquillage noir sur eux autres. Oui, c'est comme les Américains à l'époque qui mettaient des blancs avec de la peinture noire pour faire les noirs. Ça n'a pas changé. Ben, c'est ça.
Mais là, c'est des Japonais qui... Mais là, c'est des Japonais, exact. C'est très évident, là. En tout cas... Fait que, à partir de là, c'est ça, ils veulent acheter le monde là-bas. En tout cas, je veux dire, si on y va juste avec la logistique des choses, il y a déjà là, du monde en guillemets civilisé qui sont tombés qui sont arrivés là, sur cette île-là parce qu'on avait eu l'introduction là, des baies là, des baies géantes. Là. Ouais. Fait que c'est comme s'ils n'ont jamais vu une radio avant. Puis c'est sûr qu'il est certain là, que les Indiens qui habitent là, ils ont déjà vu ça, probablement toute la technologie, et qui ne voulaient pas... tu sais, je veux dire, dans le fond, là, c'est juste je veux pas dire du lazy writing, mais c'est un peu peut-être là, l'écriture rapide là, ou pour enfants, si on veut. Là, je trouve, en tout cas, ça a fait quand même assez rapide là, comme scénario. Là, juste comme pour qu'ils prennent... pour qu'ils jettent la paix, puis que tout de suite, tout d'un coup, là, les Indiens sont avec eux autres là, pour aller se promener sur l'île. Là. Ouais. Je me trompe-tu? Non. Puis c'est ça. C'est la facilité, mais c'est un film pour enfants. Donc, il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Il faut que l'auditoire jeune soit capable de comprendre ce qui se passe. En même temps, quand ils tombent sur l'île, jusqu'à quasiment la fin du film, on a un remake de King Kong en bout de ligne. Tu sais, les grosses lignes de King Kong vont pas mal toutes se répéter là, jusqu'à la fin du film. J'ai plus qu'en parallèle avec Godzilla, il n'y a pas vraiment là, Godzilla est quand même assez linéaire, dans le fond. Là, c'était comme la bombe Hiroshima sur deux pattes, dans le fond. Là, c'était plus un symbole de ça. Fait que, là-dedans, vous avez sur l'île, tu as l'espèce de grosse clôture pour empêcher Kong de traverser et de s'attaquer aux habitants de l'île. Tu vas avoir la confrontation entre Kong et cette espèce de première créature. Dans le cas du film de 1933, c'était un Rex, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y a peut-être de dinosaures. Là, c'est ça. Dans le cas des Japonais, ici, on a décidé de prendre une pieuvre parce que c'est ce qui allait coûter moins cher. Donc, mais une vraie pieuvre. Oui, une vraie pieuvre qu'on a agrandie. Puis, non, ça coûte beaucoup moins cher à produire. Donc, c'est sûr et certain qu'on se sert de tous les avantages qu'on a pour faire un film de monstre et que ça coûte pas trop cher à produire, n'est-ce pas? Et puis, mais c'est exactement ça. Puis après ça, le King Kong va être capturé par la compagnie pharmaceutique, comme le King Kong original avait été capturé par, justement, les Américains. On le met sur le bateau. Dans ce cas-ci, il ne rentre pas sur le bateau. Fait qu'est-ce qu'on fait? On construit un raft. Donc, il faut croire que quand King Kong décide de dormir, il dort pas pendant une journée, mais il dort pendant des semaines parce que je vous dis que le raft est assez grand, merci. Puis si c'est des êtres humains qui ont construit ça, je peux pas croire qu'ils ont fait ça en dedans de 6 heures, n'est-ce pas? Non, sûrement pas. Mais on va parler un peu de l'apparence de King Kong. Oui. OK. Là, c'est là que je trouve... tu sais, le réalisateur du film, c'est le réalisateur de Godzilla, si je ne me trompe pas. Oui. Je sais pas si ça avait un rapport à voir qu'est-ce qu'on a à l'écran. On s'entend que Godzilla... son apparence, on n'a pas de base de Godzilla. Je veux dire, c'était un monstre qui est peut-être... dans cette version-là, on va parler que c'est un croisé d'un T-Rex puis d'un stégosaure, je pense. C'est le troisième Godzilla, puis c'est la troisième version différente de Godzilla qu'on a. On va en avoir... ça reste un genre de monstre qu'on invente. Oui, exact. Il n'y a pas de base, il n'est pas basé sur la réalité. C'est un lézard. King Kong, c'est un lézard. C'est un lézard, puis important, tant qu'il y a une queue, c'est important parce que King Kong en a besoin de cette queue-là. Donc, la queue est importante, mais non, face à part, Godzilla, c'est Godzilla. Donc, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième et même le quatrième, on va modifier l'apparence, puis on va le rendre tranquillement, pas vite, d'un monstrueux à vraiment plus acceptable pour les enfants. Donc, quand on arrive avec Godzilla versus The Thing en 64, puis après ça, King Ghidorah et tout ça, on va le voir là, que son apparence va devenir de plus en plus accessible aux enfants. Il va être un peu plus cartoon, beaucoup moins terrifiant, avec des dents un peu moins prononcées, ce qu'on avait vu avec le 54 et le 55. Puis là-dedans, on le voit que sa mâchoire est un petit peu plus allongée. Fait que, oui, on modifie encore le monstre. Il n'a pas encore trouvé sa véritable apparence finale. Il est encore en train d'être retravaillé, mais c'est la même affaire pour King Kong où là, on crée notre version King Kong du côté japonais. On ne veut pas prendre le King Kong américain parce qu'on a acheté les droits pour le nom, mais on n'a pas acheté les droits pour l'apparence. Donc, on a notre apparence du King Kong qui doit être faite... Il a le droit de ressembler d'un gorille un peu. Il n'y a pas le choix. King Kong est un gorille.
Mais sauf qu'on s'entend-tu qu'il a pas l'air d'un gorille? Je veux dire qu'il y a on dirait que c'est une face faite à la pâte à modeler ou il a de l'air d'un... je sais pas exactement. Il a de l'air d'un gorille en costume avec un zipper en arrière. Ouais, en tout cas. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai parlé déjà de ça dans un autre programme ailleurs. On parlait de la planète des singes. Puis justement, quand on est arrivé avec le concept de faire Planet of the Apes, c'était le problème. C'est que tout ce qu'on avait vu avant de singes à l'écran, c'était des gens en costume. Donc, il n'y avait rien de crédible. Puis si vous regardez tous les gorilles qui ont apparu à la télévision ou au cinéma à ces époques-là, c'était des zippers. C'était des costumes à zipper, puis ça faisait dur, les costumes. Je pense que c'est 2000 ans l'Odyssée de l'espace où on amène vraiment les premiers gorilles réalistes. Ou si on peut appeler ça des gorilles parce que c'est l'homme de Cro-Magnon, mais n'empêche que c'était la première fois qu'on approchait un style très réaliste au niveau des singes. Donc, quand on arrive avec la planète des singes, ben encore là, on avait poussé à l'extrême les costumes, mais on avait réussi à faire des maquillages qui faisaient en sorte que c'était crédible. Mais à cette époque-là, t'es en 62, là. T'es 5 ans plus tôt. Donc, c'est pour eux ce qu'est un gorille. C'est un gars à zipper. Donc, pour ce qu'on connaît de l'époque, c'est exactement ce qu'on avait dans n'importe quelle production qui était faite avec des gorilles à cette époque-là. Sinon, tu le fais en stop motion, là, tu vas avoir un vrai gorille. Pensez à Mighty Joe Young, pensez à King Kong. C'est sûr et certain que tu as un prix à payer si tu fais un costume. Tu peux pas rendre une créature réaliste à ce niveau-là. Mais, cependant, le costume, je trouve qu'il est avantageux lorsqu'on rend King Kong abruti, comme on le fait lorsqu'il se fait brûler pour la première fois par Godzilla, puis qu'il se gratte la tête en disant « Qu'est-ce que je fais? » Puis que là, il s'en va tout dehors parce que là, il comprend pas ce qui vient de se passer. Le costume est parfait pour ça parce que la réaction du King Kong est tout à fait crédible avec son apparence. Ça, c'est sûr qu'on a un avantage là-dessus pour les deux qui se battent, là, justement, pour les réactions, tout ça. Sauf que je trouve juste que, pareil, là, peut-être le facial, pour le corps, là, que je suis capable d'en laisser aller, c'est juste un peu le masque. Sa face. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on aurait pu avoir un autre design, là, un peu. Là, c'est autant que, comme j'ai dit, que je suis pas contre, dans le fond, les choix créatifs qu'ils ont fait. Je trouve qu'on a peut-être là, qu'on a un peu raté sa face à King Kong. Ben, pas à King Kong, à King Kong, mais il faut encore là que tu te reviennes en 1962. Oui, on n'avait pas vu de ça. Ouais, c'est ça. Puis on n'a pas là aussi la technologie du temps. Puis on n'a pas le budget. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Là? C'est ça. T'as pas le budget non plus, là, parce qu'il faut que tu te dises que King Kong versus Godzilla, au niveau du budget, c'est pas un gros budget qu'on avait pour ce film-là. Là. Donc, c'est pas évident de sortir une production comme ça avec des costumes qui sont très élaborés. T'as pas l'argent pour faire ça. Donc, tu y vas avec le plus rapide, et le plus rapide, ben, c'est ce qu'on a. Fait que, comme tu as dit, dans le fond, c'est ça. Ils l'embarquent sur un radeau, puis ils veulent l'envoyer, dans le fond, ils veulent l'amener contre Godzilla. Ben, en réalité, c'est là la différence entre la version américaine et la version japonaise. Parce que dans la version japonaise, on le ramène, mais Godzilla n'est pas encore du côté du Japon. Donc, d'ailleurs, quand Godzilla apparaît, notre représentant de la compagnie pharmaceutique est très fâché parce que là, lui, il a découvert King Kong, mais il est fâché parce que là, tout le monde parle juste de Godzilla, 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 Godzilla. Et en anglais, dans la version anglaise, ils disent « Amenez-moi un monstre ». Alors qu'il a déjà son monstre, parce que le monstre, ils sont en train de le chercher sur l'île, ils savent qu'il existe, mais c'est juste que personne n'en parle parce qu'on ne l'a pas encore découvert, mais Godzilla vient de sortir de son morceau de glace. Donc ça, c'est une grosse différence entre la version japonaise et la version américaine. Ce qui fait que quand on ramène King Kong du côté américain, on le ramenait pour faire de la promotion justement du pharmaceutique. Ouais, c'est ça, c'est plus une mascotte. Exact. Un peu comme c'est pas vraiment pour se battre. Là. Non, un peu comme on va faire avec le King Kong de 1976, lorsque tu as une compagnie de pétrole qui décide de ramener King Kong pour être, je pourrais dire, l'emblème de la compagnie de pétrole, puis faire la promotion du pétrole, ben, c'est à peu près la même chose, sauf que pendant le retour, bien sûr, là, le gouvernement japonais dit il n'est pas question qu'on amène King Kong là parce qu'il va faire trop de ravages. Et s'il y a des ravages, vous êtes responsable du montant d'argent de la compagnie pharmaceutique, des dommages qu'il va causer. Et Godzilla va bien sûr arriver sur le continent japonais, mais King Kong, pendant ce temps-là, il dort encore sur le fameux raft qu'on a réussi à faire. Là. Alors... ça va être facile, c'était King Kong-là. C'est... Non, quand il dort, il dort pas juste... C'est ça, quand il dort, il dort pas juste pour 6 heures. Là. Il dort pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ouais, c'est ça.
En tout cas, fait que finalement, ben, c'est ça. Il commence à se mettre à gigoter, puis finalement, il réussit à se libérer. Et, dans le fond, c'est ça en bout de ligne qui se passe. Là. Ils ont mis de la dynamite sur le radeau, mais la dynamite marche pas, puis en tout cas, Kong, il se libère. Pendant ce temps-là, c'est ça, il y a Godzilla qui attaque un train voyageur, puis dans le fond, je pense que la chronologie marche pas tout à fait, parce que on a un des deux beaux-frères, qui est c'est le chum à Fumiko, que lui, il revient à la maison, puis que c'est ça, elle, Fumiko, elle a pensé que lui, il était mort. Je pense que si je me trompe pas, c'est un train dans la version japonaise, puis c'est un avion. Là, c'est un bateau dans la version japonaise, c'est un avion dans la version américaine. OK, ça change pas grand-chose, mais... Non, mais sauf que, tu sais, dans la version américaine, quand tu l'écoutes un peu plus tôt, tu sais qu'il est parti sur un bateau. Mais là, ils reviennent avec l'option que j'ai entendu dire qu'il y a eu un crash d'avion puis que tu étais dedans. Mais c'est parce que 5 minutes avant, ils viennent de dire qu'il était sur un bateau. Donc, il y a ce niveau-là qui est au niveau de la scénarisation qu'on a essayé de retravailler. Mais c'est encore là crédible parce que tu peux te dire qu'il est arrivé en bateau, il est parti en avion, puis là, l'avion a crashé. C'est ça. C'est pas important, mais en bout de ligne, c'est ça. Fait que Godzilla attaque le train où Fumiko est dedans. Puis finalement, on n'a pas grand-chose comme attaque. Il va attaquer le train, puis ça va se terminer assez abruptement pour la version américaine. Moi, je te dirais, la seule chose que je trouve qui est un véritable combat, c'est de se dire à quel point qu'on nous prend pour des totos, de voir que ce gars-là qui prend sa Jeep arrive là, puis qu'on lui dit « Oh, mais il reste une femme qui est quelque part perdue là-bas », puis automatiquement, c'est sa blonde et il faut qu'il parte en voiture, puis il la retrouve, puis là, il la serre dans ses bras, puis c'est comme... C'est n'importe quoi, là. Ça commence par, OK, il manque 4 personnes à telle place, mais là, sa blonde, elle doit être dans ces 4 personnes-là. Puis quand il rencontre 3 des 4 personnes, il y a encore une femme qui est là, puis il faut que ça soit sa blonde. Et effectivement, tu sais, mais ça, c'est les Japonais. C'est la beauté du monde japonais. C'est un héros aussi. Oui. Au pire, ça va être un autre, tu sais. C'est ça. On peut mettre ça de même, tu sais. Fait que lui, il va aller sauver les 4 derniers, tu sais. En réalité, il va sauver sa blonde. Au diable, les 3 autres. C'est ça, tu sais. Fait qu'on se ramasse au round 1 à 55 minutes, la version américaine. Dans le coin gauche, d'une grandeur de 147 pieds et faisant plus de 10 000 tonnes, King Kong! Dans le coin droit, aussi grand de 147 pieds et faisant plus de 40 000 tonnes, Godzilla! 55 minutes, on se ramasse round 1, King Kong versus Godzilla. Fait qu'ils se ramassent les deux face à face. Godzilla, il va y cracher dans la face, dans le fond. Puis King Kong, il va dire ouais, ben ok. Je joue plus. Goggle round, c'est ça. Je joue plus. Il se gratte la tête. Il dit qu'est-ce qui vient de se passer là? Il est plus fort que moi, je m'en vais. T'as la plus grosse queue que moi, puis littéralement. Puis moi, c'est beau, je n'embarque pas là-dedans, puis merci, bonne journée. c'est tout qu'un rondeur, mais on va apprendre aussi que dans la version américaine, je trouve ça quand même un peu hilarant, ce qui se passe là, aux Nations Unis, là, c'est toute la grosse étude. Là, on va nous montrer là, le Dr. Johnson là, qui va sortir le livre là, sur les dinosaures que j'ai parlé un peu plus tôt, là, que le T-Rex puis le Stégosaure, ils ont fait. Il y a un animal croisé qui est Godzilla. Ouais. Puis là, on va nous montrer là, le cerveau de Godzilla là, qui a un poids, puis on a un gros crâne pour King Kong. Puis c'est 10 fois la grandeur de ça au niveau de son cerveau. Là. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, sur la séquence d'avant, là, c'est pas ça pas tout que les images nous ont montré. Non, c'est ça. Fait encore là, je veux dire, il faut que tu embarques dedans. Si maintenant tu prends tout littéral, là, tu peux pas t'amuser. Là. Non. Mais tu vois, c'est ce que je disais, hein, la différence entre les deux versions, c'est que les Américains essaient de rendre la version
crédible, sérieuse. Donc, on amène des scientifiques qui nous parlent de sujets scientifiques sur la création des monstres et tout ça. Alors que du côté japonais, c'est un film pour kids. Alors, c'est comme, on s'en fout, nous autres. C'est du rentre-dedans, puis quand ils se rentrent pas dedans, ben c'est Godzilla qui démolit des tanks, puis des avions, puis des villes, puis des ci, puis des ça. Puis on essaie de trouver des manières de l'électrocuter parce que c'est un lézard ou que faire ci ou de faire ça. Dans la version américaine, on va expliquer. Parce que c'est un lézard, normalement, il devrait avoir de la misère avec le feu ou il devrait avoir de la misère avec l'électricité. Fait que on prend une autre façon d'expliquer la façon de combattre Godzilla, contrairement à ce que les Japonais nous font. Ou est-ce que là, c'est un gars qui, à un moment donné, c'est trouvez-moi des idées là, pour battre Godzilla, puis le gorille. Ben, tu sais, vu quoi, on va faire, ça nous prendrait tant de millions de volts d'électricité. Ouais, ben, on est capable de faire ça, je suis certain. Puis, bon, OK, c'est beau. Alors, tu vois que la différence entre les deux, c'est comme, un côté, on nous balance une idée de même, puis let's go, on va le faire. De l'autre côté, c'est des scientifiques qui s'assoient, qui parlent, qui expliquent aux gens pourquoi telle affaire, pour essayer de rendre une crédibilité à l'univers qu'on est en train de regarder. Pour ça qu'on nous a mis la citation de Hamlet au début, justement, oui. Que tu sais, on voit quand même la différence en partant. Là. Et, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on est capable de, comme la satire, qu'on essaie de tellement expliquer que je veux dire, ça n'a tellement pas rapport. Là. Tu sais, c'est ce qui nous explique, là, c'est juste comme. Ça en est hilarant en soi. Là, tu sais, ça se tient même pas ce qu'il essaie de nous donner comme explication. Là. C'est sûr. Que ça rajoute un autre niveau. Tu sais, fait que. Mais remarque, Mathieu, donne-moi un film japonais qui nous arrive avec des affaires qui ont de la logique. Au niveau des films de Godzilla, là, t'en as pas. OK? Ils vont t'arriver avec plein d'affaires que tu regardes, tu te dis n'importe quoi. T'sais, à chaque film, ils trouvent des nouvelles manières d'essayer de se débarrasser du monstre, mais on va jamais prendre en considération tous les autres tests qu'on a fait dans les films précédents. D'où tantôt quand je vous disais que l'univers de Godzilla est un univers qui est, même si c'est un univers qui se passe dans une même ligne temporelle, à chaque film, tu as l'impression que c'est la première fois qu'il affronte le monstre, puis on recommence toujours à la case départ. Ça, c'est comme, par exemple, qui parle de tirer une bombe atomique sur Godzilla. Oui, ou encore l'électricité qu'on veut se servir pour l'arrêter dans ce film-là, où est-ce qu'à un moment donné, on va dire, on a besoin d'1 zillion de volts pour arrêter Godzilla. Ouais. Mais ça va-tu marcher? Ben, c'est pas mal plus qu'il y avait là, dans l'autre film Godzilla. Là, je pense que c'était 50 000 volts. Là, on voit 1 million de volts. Là. Ah oui, non. Il y a quand même un peu de différence. Ça va marcher. Oui, puis c'est quand même pas mal. Honnêtement, il n'y a jamais personne qui avait pensé que King Kong, lui, il se nourrit d'électricité. Fait que quand il a faim, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il pogne les fils électriques, le Toto, puis il les avale. Ben, c'est ça. Là, il fallait trouver quand même quelque chose pour donner à King Kong quelque part pour qu'il puisse avoir un peu le dessus. Parce que, justement, ce qu'on voyait là, dans le premier round, c'est que, je veux dire, c'était inégal. Ah non, si on veut, on pouvait même pas l'approcher. Et ça représentait ce que moi je disais au début quand je vous parlais. Normalement, entre une confrontation Godzilla-King Kong, je pense que la première confrontation entre les deux, ça devrait être pas mal ça. C'est-à-dire que King Kong, quand il va voir arriver Godzilla puis qu'il va se faire cracher dessus une couple de fois, il va sacrer son camp puis ça va finir là le combat. Parce que techniquement, même s'il est territorial, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. C'est pas un T-Rex qui fait juste mordre. Là, il peut pas s'approcher de Godzilla sans se faire brûler vif. Alors, il n'y en a pas de compétition, mais bon, comme tu dis, il faut trouver une manière d'équilibrer les forces. Alors, on va faire en sorte que King Kong aime bien jouer à la cachette d'abord, puis après ça, qu'il aime bien s'attaquer au queue, et puis qu'il s'attaque beaucoup au dos à Godzilla et non pas de face. Donc, d'où vient l'importance de dire que son cerveau est beaucoup plus gros que celui de Godzilla? Pour dire qu'il y a la logistique de se cacher puis d'aller pogner Godzilla par en arrière pour avoir égalé les forces, et bien sûr, son pouvoir d'électricité qui est très important. Fait que Tokyo est entouré là, d'1 million de volts là, pour empêcher Godzilla de rentrer, mais c'est ça, comme tu dis, Kong, lui, il se nourrit de ça. Fait que c'est au tour de King Kong d'attaquer Tokyo, puis c'est là où on va avoir un peu la suite là, d'idées là, d'avoir un remake là, de King Kong 33, puis là, ben, il va ramasser Famiko comme par hasard dans un train, puis c'est ça, il va la ramasser, ça va être sa favorite là, pour le film, dans le fond. Là. Pour une fois qu'il s'attaque pas une blonde. Non, c'est ça. Puis, j'ai remarqué, à partir de là, il n'y a personne qui meurt dans ce film-là. Hein. Je veux dire, il y a des destructions, peut-être qu'il y a du monde qui meurt
dans des maisons ou dans les bâtisses. Là, mais je veux dire, on verra jamais de mort dans le film. Il n'y a rien de tragique. Là. C'est vraiment du fun qu'on essaie d'avoir. Tu peux pas faire ça. Ben non, tu peux pas faire ça. C'est un film pour enfants. Donc, tu peux pas montrer des morts. Puis, je veux dire, c'est la première fois que je m'en rends compte, là, parce que même le train, là, il y a un bout où je pensais, parce que j'avais même pas reconnu que c'était Famiko, là. Puis je me suis dit, il va-tu l'échapper, elle va-tu tomber? C'est-tu dans la version 33 de King Kong ou est-ce que justement, ou c'est je pense que c'est dans la version 76 où une fois, il pense que c'est Jessica Lange, puis finalement, il se rend compte que c'est pas elle, puis finalement, là... il était pas de bonne humeur. C'est ça, il l'a pitché au bout de ses bras. T'es pas belle, toi. Non, c'est ça. C'est quelque chose que je pensais qu'elle allait faire, là, mais finalement, c'est ça. Puis, aussitôt qu'il la trouve, là, ben, ça devient sa Anne Darrow. Fait que ils vont mettre dans le fond là, les baies là, les baies géantes là, ils vont mettre ça en gaz dans le fond puis pour rendormir King Kong. En réalité, ils réussissent pour libérer la jeune femme de l'emprise de King Kong, on va bien sûr lui donner son fameux jus pour s'endormir, mais il fallait jouer la musique et bien sûr on a bien sûr écoute, les héros dans ce film-là savent tout faire, incluant jouer de la musique. Alors ils vont juste avec un tambour jouer l'orchestre complet que toute une tribu avait sur une île. Et notre petit King Kong va effectivement s'endormir. Et là, on a dit... il n'est pas tombé sur elle. Non, c'est sûr. Mais là, après ça, il faut dire, comment on prend King Kong, qui est couché dans le milieu de la ville, puis de l'amener là où Godzilla est, qui lui est pas du tout dans la ville, il est perdu dans une espèce de plaine rocailleuse, c'est ça. Puis, et là, on se dit, voyons, les boys, King Kong, ça pèse pas lourd, alors on va prendre des ballons à l'hélium, et puis on va le faire voler dans les airs, et on va l'amener rencontrer Godzilla. Fait que, ils ont pris, au début, c'est ça, en tout cas, dans la version américaine, là, on avait vu là, les deux beaux-frères là, avec M. Taco, mais après ça, quand il y a justement là, la side là, du steak, un qui a le plus gros steak que l'autre, on avait vu qu'il y en avait un des deux là, qui y avait des câbles élastiques full résistants. Uh-huh. Ça servait dans le fond là, à pouvoir... je veux dire, on a introduit quelque chose dans le premier acte pour qu'il revienne un peu plus tard là, dans le film. C'était donc nécessaire, dans le fond, là, pour les câbles, là, pour pouvoir qu'ils tiennent King Kong. Là, je veux dire, on aurait pu prendre des câbles normales, des chaînes. J'ai besoin de fils comme ça pour tirer mon char quand il est pris dans la neige, parce qu'honnêtement, quand ça tient un monstre de cette lourdeur-là dans les airs avec des ballons à l'hélium, écoute, c'est une invention incroyable. Round 2. Fight! Fait que à 1h20, on a le round 2, on a King Kong qui est droppé sur le top de la montagne où ce que Godzilla est. Puis il glisse comme qu'on glisse au village des sports, dans le fond. Là, c'est tout juste si on le voit pas en train de glisser, puis oui! Puis, en réalité, il fait pas oui. Il dit non, laissez-moi partir de ce film-là, je veux pas aller le voir, lui. Oui, parce que c'est ça qu'après ça, c'est ça qu'il fait tout de suite. Une fois qu'il est rentré sur Godzilla, il se retourne d'abord assez rapide, puis c'est comme je m'excuse. Fait que il va se cacher en arrière d'une roche, là, puis dans le fond, la seule attaque que King Kong a en général dans ce film-là, c'est il lance des roches. Il avait lancé des roches à la pieuvre, puis je veux dire, c'est juste comme sa force, dans le fond, là, c'est des grosses roches. C'est de la force brute, donc à part du corps à corps, il n'est pas capable de rien faire d'autre. Ça a l'air que les deux acteurs avaient quand même, je veux dire, ils ont fait pas mal de chorégraphie, puis ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, là, dans le fond. C'est eux autres qui ont pas mal décidé là, le déroulement, là. Fait que, je veux dire, c'est pour ce que c'est, là, je veux dire, c'est de la lutte, effectivement, là. Ils vont sauter dessus, là, puis c'est vraiment un combat de lutte, là. King Kong va avoir dessus au début, puis finalement, une fois que Godzilla va y avoir donné un coup, c'est pas mal terminé pour King Kong.
comme par hasard, un orage électrique. C'est ça, il y a un orage électrique qui arrive. Puis qui va frapper King Kong. Voilà. Fait que là, ça va y redonner l'adrénaline là, pour reprendre le combat là, à 100 à l'heure. Puis le combat va repartir. Moi, c'est King Kong qui tombe à terre puis que tout d'un coup, il pogne un arbre puis il fout dans la gueule à Godzilla. Écoute, je te plie en quatre. C'est une séquence importante pour les environnementalistes où est-ce que King Kong essaie de faire comprendre à Godzilla qu'il doit devenir un végétarien et de laisser tomber ce qu'on appelle l'art d'être carnivore. Donc, il veut lui faire manger des plantes, c'est bien, je suis tout à fait conscient et je suis tout à fait d'accord avec King Kong de s'inquiéter de la santé de son adversaire et s'assurer qu'il va pouvoir toffer plus longtemps dans son combat. Alors oui, c'est une séquence que j'admire énormément de la part de King Kong. Je le mérite tout le long du film, là, mais je pense que celle-là, c'est... je te plie en quatre. Je veux dire, c'est un mash-up du film. Là, on dirait que c'était quasiment gratuit. Là. Tu voyais qu'il essayait de faire quelque chose. On dirait que les deux acteurs étaient comme un peu fâchés contre les autres. Ils ont sorti quelque chose là, que même qui sortait au travers des soutes. Là, comme, tu sais, toi... Mais King Kong, autant Godzilla que King Kong, t'as une limitation à ce qu'ils peuvent faire. King Kong est un lézard à deux pattes, il a des petites mains, donc il est pas, au niveau du combat corps à corps, il est pas fait pour ça, sauf avec sa queue et son crachat. Du côté de Kong, il n'y a rien d'autre. Kong, lui, c'est juste bing bang, je te rentre dedans, puis je te donne des coups d'avant-bras, puis ça finit là. Donc, c'est très... D'ailleurs, la grosse majorité du combat, c'est quoi? C'est Godzilla et King Kong qui sont pognés par-dessus l'autre, puis qui roulent à terre, puis qui roulent en bas d'une butte. C'est pratiquement tout le temps ça. Là. Oui, c'est ça, effectivement. C'est un combat de lutte. Fait que, comme je disais, à 1h20 dans la version américaine, j'imagine que il y a quelques petites affaires là, qui différencient là, la version japonaise et la version américaine. C'est toujours la même chose. Hein. On voit un peu plus de Kong, un peu moins de Kong, un peu plus de Godzilla, un peu moins de Godzilla. C'est pas là la grosse différence. C'est vraiment la scène finale où il y a une énorme différence entre la version japonaise et la version américaine. On va revenir avec ça là, dans une minute. Fait que les deux se ramassent là, avec le château Atami là, entre les deux pour... Comme dans le fond, c'est juste faire de la destruction. Dans le fond, là, c'est ce qu'on voit là, sur la pochette du Blu-ray. Je sais pas si c'est ça qu'on voit là, sur le DVD. Oui, effectivement. T'as Godzilla qui brûle le thorax de King Kong et tu vois le bâtiment qui est situé entre les deux qui se dit « Je vais en manger une sincère. » C'est ça. Fait que tout ça, à force de se frapper, ça fait un tremblement de terre, puis les deux tombent à l'eau. Je veux dire, c'est pas tomber un match nul. Là. Fallait comme s'entendre pas s'entendre, s'attendre à ce que ça soit un match nul en bout de ligne. Là. Même si King Kong va comme sortir vivant, ça va rester nébuleux, là, savoir si Godzilla a survécu, mais Godzilla est capable de survivre dans l'eau. Là. C'est son habitat naturel, donc oui, il survit dans l'eau. Il est tout simplement, il s'est dit, regarde, je commence cette année de me battre avec cette patente-là, je vais aller me coucher, m'attendre une coupelle d'années là, avant qu'il me réveille pour un autre suite, puis je me réveillerai à ce moment-là, mais pour le restant, je vais rester sous l'eau. Mais c'est Godzilla d'arriver et de dire, c'est à mon tour de dormir. Là. Tu dors depuis tantôt, puis là, c'est moi. C'est ça. De toute façon, là, t'étais pas de compétition pour moi, je m'ennuie, ça fait, regarde, je vais aller me coucher, va-t'en. Mais la différence, c'est dans la séquence finale, c'est que quand King Kong et Godzilla tombent dans l'eau, au niveau de la séquence japonaise, c'est juste une montée d'eau. Il y a pas il y a un petit tremblement de terre, mais c'est vraiment minuscule. Là. C'est vraiment juste de l'eau qui remonte un peu, puis tout ça. Dans la version américaine, tu as le droit à un majestueux tremblement de terre, tu as le droit à un tsunami incroyable. C'est des scènes de destruction qu'on n'avait pas dans la version japonaise. Donc, la majorité de ces séquences-là qui ont été utilisées pour le côté américain, c'est des séquences qu'on avait pris d'un autre film de la Toho qui avait été fait en 1957 qui s'appelait The Mysterians. Donc, on avait pris des séquences d'un violent tremblement de terre avec justement le tsunami et tout ça. Donc, on a rajouté ça à la fin parce que Universal Pictures, ils trouvaient que le film, c'était pas un assez big ending. Hein. T'as deux monstres qui tombent dans l'eau, le combat finit là. Eux autres, ils voulaient avoir quelque chose de plus destroy, si vous me pardonnez l'expression. Et donc, on est sorti avec ces séquences-là où est-ce qu'on a fait comme une séquence apocalyptique avant la fin du film, où est-ce qu'on va voir notre ami King Kong sortir de l'eau et s'en aller. Et on va arriver encore là avec une conclusion qui est différente du côté des États-Unis face aux Japonais, c'est-à-dire que du côté du Japon,
Si je ne me trompe pas, je pense qu'on entend seulement le cri de King Kong. Et, non, c'est le contraire. C'est le côté japonais qu'on entend King Kong et Godzilla lorsqu'on voit le générique. Et du côté américain, on entend juste le cri de King Kong au niveau du générique. Est-ce que tu saches aussi, ça reste nébuleux, qu'est-ce qui s'est passé? On laisse la porte ouverte à Godzilla de dire qu'il a probablement survécu là, à ça, puis il va peut-être revenir. Ouais. Puis dans la version américaine, il y a encore On voit le gars des Nations Unies qui est devant un petit moniteur, puis tu vois King Kong qui s'en va au loin, alors que dans la version japonaise, c'est vraiment juste l'image complète où est-ce que King Kong s'en va au loin, puis tu as le générique de la fin qui arrive. Mais, tu sais, dans le fond, King Kong, il reste, comme on disait tantôt, là, ça reste que Godzilla était plus petit à l'époque, puis King Kong était plus gros, puis je veux dire, c'était le héros aussi. Ouais. Godzilla était le machin, fait qu'en bout de ligne, il fallait savoir que le héros a gagné. Tu sais, je peux aller plus loin que ça, là. Je peux dire tout simplement que rendu sous l'eau, Godzilla, il en a passé une sincère, puis là, King Kong était tellement tanné d'en manger une qu'il a décidé de s'en retourner dans son île, puis qu'en réalité, c'est pas parce qu'il est sorti de l'eau qu'il est gagnant, mais parce qu'il est perdant puis qu'il sac son camp. J'y ai passé. Ben voilà. J'y ai passé. Oui, puis il sauve pas mal à la quatrième vitesse. Il est pas mal... Oui, il veut rien savoir. Tu sais, et j'aime mieux cette théorie-là qui correspond plus à la première rencontre entre King Kong et Godzilla qu'on va voir dans ce film-là, où est-ce que Kong va s'en aller parce que là, il se dit « Wow, minute, ça marche pas cette histoire-là. Je suis pas payé assez cher pour me taper un monstre de même. » Alors, écoute, le gars est assez intelligent. Là, il est supposé avoir un cerveau plus grand que la moyenne. Alors, quand il a vu qu'il était dans l'eau et qu'il allait en manger une autre, il a dit « Regarde, sais-tu quoi? C'est assez. Chaque mon camp dans mon île. » Puis pendant ce temps-là, Godzilla, dans le fond de l'eau, il a faim. Il a décidé de prendre une coupelle de poisson. Puis il laisse aller parce qu'il se dit, regarde, il n'y a pas de compétition pour moi. T'sais, on le voit de chaque côté qu'on veut le voir. Là. Tu peux dire que c'est King Kong qui gagne. Moi, je le prends plus du côté que c'est Godzilla qui a gagné. Puis il y a ceux qui aiment les deux qui vont dire, ben, c'est-tu quoi? C'était un match nul, puis point final. Ouais, je suis d'accord, exactement. Je pense pas que c'était le but vraiment d'avoir un gagnant là, entre les deux. Là. Puis c'est ça qu'on a vu là, dans tous les le Frankenstein, The Wolfman, puis tout ce qu'on avait avant, puis tout ce qui était fait après aussi dans les versus. Là. Puis je m'attends probablement que dans même le nouveau film qui va sortir à la fin de l'année, là, qu'on va sûrement arriver d'une manière là, que soit les deux vont aller bruncher à la fin du film ensemble, ou ils vont prendre chacun leur part de la terre. J'ai ma théorie. Est-ce que tu veux que je l'avance? Ah oui, okay. Pas de problème. La version, moi, de Godzilla vs. King Kong qu'on s'attend de voir, étant donné que c'est écrit par le même gars qui a écrit Godzilla King of the Monsters, qui a fait une job au niveau scénarisation, pour moi, incroyable au niveau des hommages qui ont été rendus à la saga des Godzilla, parce que c'était un fan de Godzilla, il aimait ça. Et voilà ce que moi, je pense. Skull Island correspond, ce que moi j'appellerais dans l'univers Godzilla japonais, à Monster Island. Donc, une île qui est entourée par des roches tellement élevées que les monstres, une fois qu'ils sont dessus, ne pourront pas sortir de là. Et comme on sait qu'il y a plein de monstres partout qui sortent, quelle belle idée que d'avancer que Skull Island va finir comme étant Monster Island. Deuxième confrontation qu'on va avoir entre Kong versus Godzilla, qu'est-ce qui va se passer d'après moi? C'est qu'à un moment donné, on nous a amené une tête de King Ghidorah dans la fin du film Godzilla King of the Monsters, et d'après moi, on va nous amener Mega King Ghidorah, donc le King Ghidorah qui est fait métallique. Ce qui fait qu'on va avoir notre méchant qui va arriver là, qui va forcer Kong et Godzilla à devenir copains-copains et à jumeler leurs forces pour affronter le Mega King Ghidorah. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais moi, de ce que j'ai compris en voyant la logistique du scénario et en voyant le gars qui faisait beaucoup d'hommages à l'univers de Godzilla, moi, je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Est-ce que ça va être ça? C'est ce qu'on va savoir d'ici la fin de 2020. Ouais, avec tout ce qu'on a vu, là, même que ce soit Batman contre Superman, et finalement, le film ne finissait pas avec les deux se battant ensemble. Là, c'est vraiment les deux, ils se sont battus à mi-chemin du film, puis après ça, c'est pour mieux combattre l'ennemi commun. Oui, puis il faut se le dire, parce que tu sais, t'as des fans de Godzilla, t'as des fans de King Kong. L'idée, c'est de rendre les deux côtés heureux. Si tu fais gagner un, tu vas t'attirer les foudres des autres. Tu sais, un peu comme Freddy versus Jason, où est-ce qu'on fait gagner Jason, ce que moi, personnellement, j'ai trouvé complètement stupide. Mais à la fin, t'as Freddy qui fait un petit clin d'œil pour dire, voyez-vous, il n'a pas vraiment gagné. Fait que, tu sais, il faut toujours que tu fasses quelque chose qui fait que les deux côtés vont être heureux, puis comme ça, tu perds pas ton auditoire, puis ça donne le goût de réécouter le film. Sinon, si mettons, King Kong bat Godzilla, tes fans de Godzilla ne reviendront pas voir King Kong versus Godzilla une deuxième fois, parce qu'ils vont dire, c'est pas vrai, Godzilla peut pas perdre contre King Kong, et vice-versa. Les fans de King Kong, s'ils voient
Godzilla gagner à la fin. Ils vont dire, c'est impossible quand King Kong bat Godzilla. Donc, tu es aussi bien de faire un match nul où là, tout le monde va être heureux, puis là, tu fais venir un monstre incroyable qui est plus fort que les deux, qui est force à se battre un avec l'autre contre cette créature-là, puis finalement, sans devenir copains-copains, ils vont quand même se dire, regarde, on va laisser tomber nos problèmes mutuels et puis on va jumeler forces pour pour vaincre cette créature-là. Puis à la fin, on va serrer la patouche, puis on va partir chacun de notre bord de Skull Island, puis on va se foutre mutuellement la paix. En attendant qu'on décide de s'ordonner des baffes parce qu'on a le goût de le faire. Il y a peut-être une autre affaire qui est très importante à souligner entre les deux versions, je te dirais, pour peut-être finir là-dessus. La trame sonore. La trame sonore est totalement différente dans la version américaine que de la version japonaise. Oui, on a utilisé juste quasiment rien de la trame sonore japonaise, puis on a juste utilisé du stock, pas du stock footage, là, mais du stock sound, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Écoute, on a multiples trames sonores qui ont été utilisées pour ce film-là, que ce soit Creature of the Black Lagoon, que ce soit plein de films de cette période des années 50. Alors, on s'est servi de plusieurs musiques qu'il y avait en banque chez Universal pour changer totalement la musique du film. Donc, la trame sonore instrumentale de King Kong versus Godzilla japonaise est totalement à 100% différente de celle que vous allez avoir dans la version américaine. Je trouve ça plate parce que justement que j'ai lu ça dans les choses que je me suis rendu compte un matin quand j'ai vu la mauvaise version. Je me dis, justement, la musique, elle me frappe pas. Puis souvent, quand j'écoute un film, la musique, c'est une des affaires que j'écoute attentivement là, quand j'écoute un film, parce que c'est ça qui fait quand même l'ambiance du film. Puis, tu sais, j'avais aimé la trame de Godzilla de 54. Puis, je veux dire, c'est ça, dans ce film-là, je veux dire, elle m'a jamais frappé, la musique. Je la trouvais vraiment comme drabe. Je veux dire, ça, justement, probablement parce que c'est ça, elle ne fitait pas avec le film. Elle n'a pas été écrit pour ce film-là. Puis on faisait juste prendre la trame qui fitait mieux avec les scènes, mais tu sais, je suis certain que la version japonaise, là, juste pour pouvoir entendre la trame avec les images, ça doit valoir pas mal plus la peine. Écoute, c'est quand même... on va s'entendre quand même qu'au niveau musical, le compositeur de musique de film là, qui a fait toutes les musiques de Godzilla, qui est Akira Ifukube, a toujours été un compositeur, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que son thème qu'il a créé en 1954, on le réutilise encore dans les films de Godzilla aujourd'hui, que ce soit Godzilla King of the Monsters qui a été fait l'année passée, ou est-ce qu'on a encore ce thème-là qui est là. C'est toute la chose, je pense, qui est la plus reconnue chez Godzilla, qu'on peut dire avec à 100% que tout le monde va pouvoir s'entendre à dire, c'est que tous les thèmes utilisés dans les films de Godzilla faits par ce compositeur-là sont encore aujourd'hui des thèmes qu'on connaît. On pourrait les faire écouter, là, puis les gens pourraient tout de suite, ah oui, ça, je me rappelle, ah oui, ça, c'était dans tel film. Puis, tu sais, tous les thèmes, là, tu vois, je te parle, puis j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, là. Je commencerai pas à chanter au micro, mais, tu sais, la musique est quand même... On veut ça. Non. On veut ça. Chante. Oublie ça. Mais n'empêche que c'est ça, tu sais, la musique de Akira Ifukube, elle est vraiment impeccable. Et oui, ça manque énormément dans la version américaine, où est-ce que là, on a vraiment l'impression d'écouter un film de science-fiction américaine des années 50 à la Tarantulas ou à la Deadly Mantis ou des choses comme ça, Creature de Black Lagoon, parce que c'est des thèmes de tous ces films-là qu'on met à travers ce film-là. Et donc, c'est pas de la musique qui est faite pour le film, mais c'est de la musique qu'on se sert pour tout simplement compléter l'image qu'on a mis et qu'on a remontée, mais on veut pas donner cette espèce d'ambiance japonaise de Godzilla comme on est habitué de voir, ou qu'on va être habitué de voir dans les prochains films de la série plus tard. Tu rends mon point que je vais faire vraiment que je trouve la version japonaise à quelque part. ça, fais-moi confiance, ça se trouve. T'as-tu un bêta chez vous? Il marche plus. Ah ah! Fait qu'en conclusion, Christophe, oui. Pour le versus, qui est gagnant entre les deux? Godzilla, King Kong ou Christophe? Christophe est toujours gagnant. Ou on perd tout. Non, Christophe est toujours gagnant. C'est pas nécessairement l'un des meilleurs Godzilla. C'est probablement un des films les plus cultes de la saga. J'irais peut-être avec un jaune, parce que c'est sûr que c'est pas que j'ai oublié mon cœur d'enfant quand j'écoute ce genre de film-là, mais il y a des moments que le satirique est un petit peu trop poussé, je trouve, ce qui fait que ça enlève un peu d'intérêt au film.
Les confrontations, je trouve, entre les deux créatures, il se passe pas grand-chose quand ils s'affrontent. Alors, je trouve que j'ai vu des combats plus intéressants, que ce soit avec King Ghidorah plus tard ou Mothra, mais il faut comprendre qu'on est dans les premiers films à confrontation, donc c'est sûr que c'est dans les premières années 60. Alors, on commence à s'habituer avec des combats de monstres. J'aurais peut-être aimé que King Kong versus Godzilla se fasse plus dans les années 70. Je pense qu'on aurait eu quelque chose de plus intéressant au final. Donc, c'est pour ça que je le mets peut-être jaune. J'ai autant d'intérêt à regarder la version américaine que la version japonaise parce que je trouve que les deux ils ont des pour et les deux ont des contre. Je trouve cependant que le sérieux de la version américaine est peut-être plus intéressant à regarder que la version loufoque japonaise. Mais comme je dis, moi j'irais avec un 6 sur 10 ou un 5.5 sur 10 dans l'échelle de Richter de Godzilla à mon niveau. Là. Mais écoute, moi, dès que tu as un film de monstre, je suis partant. Alors, je suis gagnant à ce niveau-là. Et je continue à dire que King Kong s'est sauvé dans son île parce qu'il a eu peur de Godzilla. Moi, je vais lui donner un vert. Le plus limite des verts. Je veux dire, je me suis vraiment amusé là, à écouter le film. C'est sûr que j'ai pas vu tous les Godzilla, puis je veux dire, moi, c'est plus une introduction. J'ai déjà vu quelques Godzilla il y a à peu près 15 ans. Là, au début du DVD, là, on m'avait prêté un coffret là, je pense que c'est probablement pas les 5 premiers Godzilla. Mais t'as dû taper la ligne des années 70, donc Monster. Non, il y avait le film original. Il y avait le film original, puis il y avait Mothra, je pense, puis je suis même pas sûr si j'ai écouté les 5 films, là, mais en tout cas, il n'y avait pas... Destroyer of Monsters devait être là-dedans, qui était un classique. Possible. Ça, c'est un de mes favoris dans l'univers de Godzilla. Fait que moi, je veux dire, c'est comme je dis, je me suis amusé amplement. Je veux dire, j'ai aimé la satire, juste le côté ridicule du film. J'étais pas trop sûr quand j'ai embarqué dans le film. Je me rappelais pas exactement là, comment que j'avais pensé du dernier film. Ça fait quand même 4-5 ans que j'ai écouté ce film-là là, pour la dernière fois. Puis ça m'avait comme un petit peu déçu. Je veux dire, peut-être que je l'avais pas compris. Mais là, je veux dire, aussitôt que je l'ai embarqué le film, là, j'ai vraiment compris là, qu'est-ce qu'il voulait apporter dans le film, comment que je veux dire, c'est juste ridicule ce qui se passe là, puis je veux dire, non, c'est un verre, là, c'est pas comme le meilleur des verres, là, mais je veux dire, c'est un film que je peux recommander, là, juste pour voir, là, tu comprends l'univers. Un verre palo d'hôpital. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Moi, je te dirais la chose suivante pour ceux qui ont aimé King Kong vs. Godzilla, parce qu'il faut se dire que quand vous écoutez ce film-là, vous écoutez ce film-là avec des yeux d'enfant et aussi parce qu'il faut que vous tripiez film de monstre. Si vous ne trippez pas film de monstre, écoutez pas ça. Il y a toujours aussi un autre film qui a été fait par la suite, qui est une suite à King Kong vs. Godzilla, sans être une suite, qui s'appelle King Kong Escape, où est-ce que King Kong affronte un King Kong robotisé. Donc, ça encore là, c'est peut-être pas aussi bon, mais au moins on a plus de technologie. C'est plus dramatique. Puis, je te dirais que le King Kong métallique ressemble plus à un gorille que le King Kong régulier. Oui, mais il y a comme une dégénération. En tout cas, dans ce film-là, le King Kong, là, il est vraiment encore... Il est horrible, pour être quand même 5 ans plus tard. Il est dégueulasse. En tout cas, moi... Ils n'ont pas amélioré le costume. Non, il a même dégradé, puis de loin. Et je te dirais, juste pour toi, si un jour tu décides de parler de King Kong Escape, il y a une version japonaise et il y a une version américaine. Donc, la version japonaise dure 105 minutes, puis la version américaine en dure 95. Donc... Alors là, je me fierai pas en arrière de ma boîte de Blu-ray pour savoir si j'ai quelle version. Mais de toute façon, c'est le dernier film de cette saga-là parce qu'après ça, ils n'en ont plus jamais refait. Puis à chaque fois qu'ils ont voulu ramener le personnage de King Kong au niveau japonais, ça s'est toujours fini avec des problématiques de droit. Alors, on a laissé aller tout ça. Alors, je pense pas qu'on va revoir King Kong dans l'univers de la Toho de sitôt. Mais à partir de là, par contre, ça leur donnait un boost à Godzilla pour que lui, dans le fond, là, il s'attaque à tout le monde. Là. Mais c'est ça, plus qu'aujourd'hui, on connaît probablement plus Godzilla que tous les autres monstres qui s'est battu contre. Je parle en tout cas en continent nord-américain. Ouais. C'est des choses qui se voyaient là, bien avant 62, là, avant ce film-là, mais
c'est là où on a mis Godzilla de l'avant-plan, puis là, c'est là où il s'est battu contre tout le monde là, au courant des prochaines années. Oui. Ben, après ça, tu vois, tu vas avoir Godzilla versus The Thing qui va être faite l'année d'après. Ça, c'est The Thing from Another World. Non. C'est Godzilla versus The Thing, c'est Mothra. Parce qu'à l'époque, la publicité était faite pour pas qu'on sache quelle était la créature. Donc là, on avait amené Mothra dans ce film-là. On l'appelait The Thing parce que sur le poster, on avait juste un point d'interrogation. Même dans le trailer original, c'était un point d'interrogation. Tu savais pas c'était quoi la créature. C'est juste quand tu allais au cinéma que tu savais que c'était Mothra qui était là. Puis après ça, il a suivi avec les autres, là, Destroy All Monster, puis Terror of Omega Godzilla, ou des choses comme ça. Donc, pas King Ghidorah, mais il y a eu Silent Godzilla, il y a Ghidorah de Trident Monsters. Tu as toute cette continuité-là. Je pense qu'à un moment donné, on faisait un film par année dans les années 60. Donc, ça a commencé avec King Kong versus Godzilla, qui a lancé justement cette franchise-là, puis qui a permis à Godzilla de devenir la créature populaire comme on l'a connu là, dans les années 60 et 70, jusqu'à pour les Japonais 1975, je crois, alors que pour les États-Unis, ça s'est fini 3 ans plus tard parce que le dernier film, qui était Terror of Mega Godzilla, a été diffusé 3 ans plus tard aux États-Unis. Alors, donc, c'est quand même quelque chose qui est important pour l'univers de Godzilla parce que c'est le film qui l'a restarté et qui lui a permis vraiment de prendre son élan. Et puis après ça, il n'a jamais arrêté. Puis même encore aujourd'hui, il est encore là. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que les Japonais disent on va arrêter, les Américains font un film américain et là, les Japonais disent on va en faire un meilleur que vous autres. Puis là, ils restartent encore une franchise. Alors, on sait que là, il y a le Godzillaverse qui s'en vient après le prochain film qui va s'intituler Godzilla vs. King Kong. Donc, ça, c'est des choses qui s'en viennent dans les prochaines années. C'est pas nécessairement des films qui vont mettre en vedette Godzilla, mais tous les monstres qui vont apparaître là vont faire partie de l'univers de Godzilla. Donc, quelque part, ils vont probablement faire une confrontation finale où est-ce que Godzilla va apparaître. Mais une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de ce lézard favori de tous les amateurs comme moi de films de kaiju. Juste pour que ça soit dit, je croyais pas que ça allait être le Thing from Another World. C'était juste pour te faire parler pour que tu m'expliques ça. Encore une autre fois, parce que c'est un autre combat que, ça aurait été quand même assez drôle. Là. Si, mettons, ça aurait été même le The Thing, là, de la version de John Carpenter qui aurait pris le contrôle de Godzilla puis voir qu'est-ce que ça aurait pu faire par la suite. Ça ressemblait pas mal à Biolente. Fait que c'est ça. Puis pour King Kong, dans le fond, là, c'est l'univers japonais se termine après le King Kong Escape qu'on vient de parler. Oui. Puis il va reprendre en 76 là, avec un remake. Produit par Laurentiis. Oui, c'est ça. Laurentiis va produire ça. Puis en 85, on va avoir la suite qui est King Kong Lives. Puis après ça, je vais le couvrir au prochain podcast. Sur cette série-là, mais je vais le faire plus tard, là, ça va sortir au courant de l'été. Là, c'est une trilogie que je voulais faire, là, juste comme en guillemets, les vieux films. Là, peut-être que Christophe, tu vas réapparaître là, dans un des podcasts là, à venir. Là, Qui sait, on ne sait jamais. C'est ça. Fait qu'entre-temps, là, vous pouvez écouter Christophe sur son podcast Fantastica Radio Web. Et écoutez les confrontations que moi et Mathieu, nous avons dans notre chronique Versus aussi. Oui, effectivement. On fait vraiment une chronique qui s'appelle Versus. Qu'on a le premier épisode là, qui est sorti il y a quelques semaines, environ un mois, là, sur l'émission 69. Non, c'est pas. Il n'y a pas d'idée de 69. C'est correct. Mais c'est ça, moi et Christophe, on parle de la franchise de Chucky. On prend le film original de 1988 et de la version là, de 2019. Puis on compare, dans le fond, les deux films. Là, puis on fait un versus, dans le fond. Là, c'est une chronique là, où on parle de... C'est le remake versus l'original. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, on va avoir d'autres chroniques là, qui vont s'en venir là, plus tard. Là, mais le but là, de ça, là, c'est de mettre 2 films ou 3, en tout cas, ou deux idées ensemble, là, puis on discute de ça là, pour faire cette section-là de podcast. Dans le fond, là, sur le podcast à Christophe. Alors, je te remercie beaucoup, Christophe, d'avoir pris ton temps là, pour parler de ce grand versus. Ça me fait plaisir. Là, c'est là que tu peux parler, on peut aller se coucher. Là. On va faire jouer la petite musique des tam-tams, là, faire dormir le monde. Là. Alors, c'est pas les avions qui ont tué la bête, c'est le podcast.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.